C'est donc le père Giovanni Grosso et Francesco Trentini, donc de l'ouvrage à l'inculturation du charisme dans le projet I Carmini et la Città, c'est-à-dire la ville de Venise et l'église du Carmel. Proposition théorique et pratique pour une relecture en clé testimoniale du patrimoine artistique et culturel d'une communauté de vie consacrée. Nous savons que Giovanni Grosso que Francesco Trentini sont un carme qui enseigne, et l'autre enseigne, pardon, à Ca' Foscari. Vous pouvez lire les résumés des biographies. Avec votre téléphone portable, vous pouvez les voir. Buongiorno a tutti. Bonjour à tous. Nous remercions les organisateurs de ce colloque qui ont accepté, qui ont choisi notre proposition. Vous voyez là le titre qui est assez complexe et qui essaie de résumer ce que nous allons vous proposer en tenant compte de tout ce qui a été dit jusqu'à présent, aussi bien dans le message du pape que par les autres interventions, notamment Monseigneur Carvalho. Donc, disons, le cadre général est justement celui dans lequel on évolue. Nous voulons donc présenter quelques éléments issus de la réflexion méthodologique qui a été mûrie dans le cadre du projet institutionnel de l'Institutum Carmelitanum et de l'Université Ca' Foscari de Venise. Le titre est donc I Carmine e la Città, c'est-à-dire l'église du Carmel et la ville. Depuis novembre 2013 à 2015. Et les résultats ont été recueillis dans la monographie dont Francesco Trentini est l'auteur, Être ailleurs, diaspora et images dans la Venise des Carmes, publiée à Milan en 2019 par Eupli, la maison d'édition Eupli. C'est un projet qui est né sous l'impulsion de Commission pontificale pour les biens culturels, donc le visage créatif de la communauté chrétienne. On comprend qu'il faut une nouvelle méthodologie et des recherches sur les biens culturels ecclésiastiques. Et à ce propos, en répondant à la Commission pontificale pour une reconstruction efficace du milieu historique et social, la recomposition des stratifications culturelles et religieuses, eh bien, un paradigme a été élaboré, contextuel, concernant les problèmes qui sont posés par le patrimoine des Carmes, en se concentrant essentiellement sur l'église de Sainte-Marie du Carmel à Venise,
qui a été fondé par les Carmes au XIVe siècle et qui est le siège de la province des Carmes de l'ancienne Observance jusqu'à la suppression de Napoléon. Je laisse maintenant la parole au professeur Trentini qui va nous présenter de manière plus détaillée le projet, la proposition. Merci, bonjour à tous. Je remercie moi aussi les organisateurs qui ont choisi notre papier. Alors, nous avons d'emblée dû nous confronter avec la tradition identitaire des études historiques et nous avons senti le danger grave que comporte l'application d'un concept d'identité rigide qui allait nous pousser à lire les épisodes de vie quotidienne comme des cas particuliers du modèle théorique de l'ordre. Nous avons compris que nous risquions ainsi de perdre de vue la dynamique de la communauté de vie consacrée en trahissant notre objectif initial, d'où l'exigence d'avoir des fondements théoriques différents. Et en nous basant sur la théorie de la religion vécue, nous voulions porter l'attention sur des formes concrètes de vie religieuse des communautés, des individus. Il s'agissait donc de renforcer la perspective historiographique et de lire la documentation en voyant quels étaient les défis que la communauté des Carmes a vécu pendant 4 siècles de vie à Venise. Les éléments fondamentaux de la Societas, en fait, du fait d'être confrère en tant qu'enfant d'un père ou d'une mère spirituelle et un répertoire d'exemples incarnés, eh bien, ces portraits allaient être reconnus comme faisant partie des croyances communes et de patrimoine incorporés dans les acteurs sociaux que Pierre Bourdieu a qualifiés de habitus. Objet d'étude allait être donc la façon dont ces éléments, en agissant dans une structure structurée, structurante, avaient l'intention de donner aux actes de la communauté carmélitaine vénitienne en la soutenant dans sa vie vécue. Le changement de paradigme a ensuite fait naître la nature relationnelle des religieux dans une interaction constante avec des groupes laïcs et des individus, au point qu'on ne peut se concevoir en dehors d'une dynamique sociale. La documentation nous a fait comprendre qu'il y avait des mouvements au sein de ce que Bourdieu appelle le champ religieux, un domaine de gestion de la vie symbolique d'une société caractérisée par des dynamismes internes, qui invoquent une élaboration constante des sujets impliqués, concernés. Ayant pour objectif l'étude du patrimoine historico-artistique, comment qualifier les œuvres d'art par rapport à la dynamique du domaine religieux. Il est insatisfaisant de les considérer comme les formes typiques d'une spiritualité qui n'est encadrée que par des principes généraux. Par exemple, cette œuvre, le retable qui est dans cette église de Sainte-Marie des Carmes, eh bien, on risquait d'ignorer le tracé historiographique et les attentes qu'avait la communauté des Carmes quand elle a commissionné cette œuvre. Alors, aujourd'hui, pour le catalogage eh bien, la considération de cet ouvrage dans son objectivité ne comporte pas la reconnaissance du bien comme une expression des dynamiques mais c'est plutôt un contexte physique extérieur à l'œuvre et qui peut conditionner donc la jouissance de ce bien. Mais le retable apparaît dans sa matérialité comme dans le texte iconographique comme résumant des tensions. On voit les traces des efforts
du sommet qui était à l'épreuve avec une nouvelle confraternité avec le Concile de Trente. C'était 1594, donc c'était plus ou moins la première fois à Venise. Et nous avons retrouvé l'engagement de cette expérience, le frère Lorenzo Laureto, qui était engagé dans la restauration d'une formule iconographique inédite liée au scapulaire. Mais on voyait aussi des éléments qui se rattachaient au conflit entre l'ordre et Venise. L'œuvre d'art se révélait donc un symbole extraordinaire d'élaboration et les carmes vénitiens et les laïcs qui étaient à eux liés faisaient recours justement à cette œuvre dans des circonstances particulières pour donner à la vie une direction spécifique et un sens religieux. Voilà un autre ouvrage. Alors, il y a un autre ouvrage voilà, qui est aujourd'hui dans le musée Pouchkine de Moscou. C'est donc La piété sous la croix avec Nicodème. Eh bien, c'est un retable qui a été demandé par Angelo Bendolo, un Vénitien, essentiellement pour élaborer la disparition du Père. Mais les carmes en ont profité pour relancer le culte de la croix. On peut l'interpréter dans la vague, justement, de Jean Soré, et aussi comme une attention à la civilisation vénitienne et musulmane. Il y a des figures, vous voyez, par exemple, évidemment, je dois résumer parce que ce serait c'est très compliqué, donc, mais on peut le lire dans la publication. Dans la perspective, donc, l'œuvre d'art élaborée dans une communauté chrétienne n'est plus considérée simplement comme un outil de médiation pour des contenus catéchétiques, mais en vertu de l'incorporation de l'habitus de la part des sujets concernés, c'est une trace d'un vécu testimonial, en ligne avec la conscience que l'Évangile n'est pas seulement communication de choses qu'on peut apprendre, mais c'est aussi la communication qui change, une communication qui change la vie. Il est donc correct de lire l'art des communautés de vie consacrée comme une forme d'inculturation du charisme, dans la mesure où la culture, dans l'œuvre d'art, est une expression constitutive, devient une dynamique active de rénovation de l'humain, par l'incarnation du Fils de Dieu avec la force fécondatrice de l'Évangile. La réintégration de l'œuvre d'art dans des noyaux de vie vécus présente, à notre avis, un potentiel important en ligne avec des indications importantes qui sont issues du débat sur les musées des dernières années, qui favorise les rencontres avec les dynamiques humaines, d'où sont nées ces œuvres. Donc, le passage de l'esthétique à la circonstance anthropologique, eh bien, on voit l'empathie qui, d'après Edith Stein, est une expérience d'un moi autre que moi, avec un monde phénoménique qui est différent du mien, mais avec lequel il est possible d'avoir des échanges. Il s'agit d'expériences qui ont un lien avec aussi des sujets qui nous sont plus présents, et donc leur vécu est en quelque sorte une réalisation de la personne dans sa totalité empirique et spirituelle. La découverte de noyaux de vie religieuse et spirituelle élaborés par des symboles à travers l'art, dans les deux cas que j'ai mentionnés, permettait de faire appel à la capacité du sujet de vivre le vécu d'autrui, non pas comme une séquence de données, mais comme un événement qui concerne l'intégralité d'individus autre que moi, mais qui me concerne profondément. C'est pourquoi la valeur empathique peut être considérée comme une réponse efficace aux changements signalés par la réflexion muséologique des dernières décennies.
un public qui est si plongé dans les médias, qui a justement besoin de propositions d'œuvres d'art plus concentrées sur l'homme que sur l'art, en alternative à la réduction de l'art comme objet de consommation. Et pour voir une retombée pratique de ce qui a été acquis, nous nous sommes orientés vers l'élaboration d'une ressource numérique, justement pour se rapprocher des communautés carmélitaines. C'est ainsi que l'idée du Museum Carmelitanum Universale est née. Donc vous voyez ici, c'est une ébauche en fait de quelque chose qui est en devenir. On peut y découvrir le patrimoine historique qui a été élaboré par l'ordre des Carmes de l'ancienne observance. Il inclut des œuvres qui qui ne font pas partie de l'ordre. Ce n'est pas seulement une banque de données, mais c'est un vrai musée virtuel tel qu'il a été conçu pour la médiation organique d'éléments spirituels et culturels. Voilà, là encore, c'est une ébauche, mais c'est ainsi que, disons, on va l'organiser avec des images, des commentaires, et en bas, il y a une série de détails avec les commentaires, et en cliquant, voilà, on peut trouver des pages d'approfondissement. Ce qui est intéressant, à notre avis, c'est que d'un point de vue technique, les fiches vont être intégrées avec des champs. Il y a 4 piliers fondamentaux pour porter l'attention de l'ouvrage sur les circonstances de vie humaine élaborées dans l'œuvre. La première catégorie concerne les circonstances de l'exécution par rapport à l'histoire générale de l'ordre et à l'histoire locale. Et puis, voilà, l'œuvre, comment elle a été intégrée dans les fêtes solennelles, dans des cérémonies liturgiques. Et puis, les thèmes élaborés par l'image sont donc considérés et comment ils ont été élaborés dans ces mêmes années. Et puis, quelles sont les personnes et les institutions qui sont impliquées dans la réalisation de l'œuvre. Et je conclus, je termine donc, eh bien, tout cela sera confié à une équipe coordonnée par l'Institutum Carmelitanum qui veut faire du musée un point de repère pour ceux qui veulent rencontrer le charisme à travers les traces des œuvres d'art. Dans l'effort de situer les œuvres d'art au carrefour entre l'habitus et les personnes concrètes, eh bien, nous avons cru voir une caractéristique qui est exposée par le pape François dans son magistère, mais aussi un élément de cette révolution axiologique qui a été traité justement par ceux qui se sont occupés de ce colloque. Nous sommes convaincus que découvrir les noyaux de vie vécus peut être une voie utile pour favoriser la réception positive du patrimoine de la part des religieux qui sont nés dans d'autres contextes et qui peut aussi faciliter la rencontre avec une génération qui est née dans d'autres contextes mais qui est toujours attachée à l'humanum. Merci.